Aujourd'hui, on part pour un trek, pour une traversée de la Réunion depuis le sud de l'île jusqu'au nord de l'île, à travers différents types de forêts, différents écosystèmes et faire découvrir à une classe la biodiversité de la Réunion. Docteur en écologie et curieuse par nature, Mathilde va traverser l'île en marchant pour ausculter les beautés et fragilités des forêts réunionnaises. Elle partagera ses connaissances en direct avec des écoliers. Je vous montre un petit peu le cirque de Mafat. Est-ce que vous êtes déjà allé à Mafat? Côté ouest, Marie Faham, avec les bénévoles du collectif 5000 pieds de bois, se lance dans une opération Plante-Action. C'est des moments agréables à chaque fois, au-delà d'une naissance. C'est du partage et c'est pour un devenir. Allez, bon voyage. En faiseuse de forêt, elle porte une attention maternelle à tous ces arbustes endémiques. Dans les forêts d'altitude, parmi les mousses, Claudine Apingue est sur son terrain de prédilection. En fait, ces bryophytes, on s'est rendu compte qu'elles étaient non seulement abondantes, mais aussi qu'elles avaient un rôle d'éponge, donc de stockage, mais aussi un peu de château d'eau. La botaniste observe comment des étendues forestières se régénèrent et d'autres dégénèrent. Dans les pas de Mathilde, Marie et Claudine, l'exploration de la forêt réunionnaise débute avec ces dames des forêts, prêtes à tout pour faire connaître et protéger ce patrimoine si précieux. Autour de ces sommets volcaniques et dans 3 immenses cirques, l'île est un concentré de nature primaire. Avec 25 forêts classées et plus de 40% de zones boisées, la Réunion représente un territoire exceptionnel. C'est aussi une terre de contrastes saisissants. À côté des immenses forêts des hauts, celles de basse altitude sont devenues inexistantes. Pour corriger ce déséquilibre, l'île est devenue le département français où l'on replante le plus d'arbres par habitant. L'heure de la mobilisation sonne aussi pour lutter contre les plantes envahissantes et sauver l'arbre emblématique de l'île, le tamarin des hauts. Mais le plus urgent, c'est de préserver un joyau verdoyant en bordure d'océan, la forêt de Marlongue, au sud de l'île. La forêt de Marlongue, on est sur une forêt très âgée. On suppose en fait que cette forêt-là représente un peu la biodiversité qui était avant l'arrivée de l'homme. Donc c'est une forêt qui est unique au monde. Sous les tinates, les bois de fèvre, les bois blancs et d'autres espèces endémiques rares, Mathilde débute son parcours à travers une végétation très dense. Un peu plus haut, dans ce dernier lambeau des forêts de basse altitude, démarre un nouveau cycle d'études mené par Claudine Apingue et l'agent du Parc national, Muriel Payette. De manière à augmenter un peu la précision, dans 5 ans, on reviendra, on reprendra la mesure au même endroit. Ok. On a à peu près 60 000 arbres ici qu'on suit, pour lesquels on a une information de croissance et pour lesquels on a une information de diamètre. Pour mieux comprendre l'évolution de cette forêt, née il y a 400 ans sur une coulée de lave, chaque parcelle est répertoriée. Le diagnostic est inquiétant. Les jeunes arbres ici sont inexistants. À peine, non, à peine. On n'a pas ajouté de nouvelles espèces qui sont passées au-dessus, qui ont franchi le cap de 1 cm de diamètre dans cette forêt, qui fait qu'on a autour de nous une forêt qu'on pourrait dire un peu mort-vivante. Sous
Sous cette canopée d'arbres vieillissants, le chemin de Mathilde passe par la rencontre des scientifiques qui tentent aussi de redonner un coup de jeune à la forêt de Marlongue. Bonjour. Je veux savoir ce que vous êtes en train de ramasser. On fait une petite cueillette en fait de fruits d'espèces de cette forêt qu'on appelle le petit nat. Et le petit nat, sa particularité, c'est de faire des fruits qui sont assez durs et qui à l'époque étaient mangés par les frugivores qui vivaient dans cette forêt. Et comme ils ont disparu, c'est d'essayer de donner un coup de main pour la régénération de cette forêt qui est en train de vieillir. Vous voulez me donner un petit coup de main? Pourquoi pas? Allez, nous, ça nous aide. Merci beaucoup Mathilde, toute aide est vraiment très utile. Pour, Et du coup, vous allez en faire quoi alors? Comment ça se passe? Une fois qu'on sera arrivé en laboratoire, on va les laver et puis on va les dépulper. Et puis la mettre en stockage jusqu'à ce qu'on puisse avoir d'autres espèces, d'autres récoltes de fruits. On table environ sur une quarantaine d'espèces pour ce projet de restauration qui est assez novateur. D'ensemencement direct des fruits sur la lave nue. Et donc du coup, c'est un projet qui va se faire sur plusieurs années? Exactement, parce qu'on va commencer l'ensemencement à la fin de cette année et on va suivre ça au minimum sur 2 ans afin de savoir si ces graines ont germé, si ces graines n'ont pas été prédatées parce qu'elles ont des prédateurs, les rats. Et on soupçonne qu'ils ont un rôle non négligeable sur ces forêts qui ne se régénèrent pas du fait que ces fruits, ces graines sont prédatées par ces rats. Sous ces futaies toujours très arrosées, une nouvelle averse interrompt la récolte. Protégeant sa précieuse collecte, Claudine Apingue retourne vers son laboratoire à Saint-Pierre. De son côté, Mathilde poursuit la traversée de ce biotope en sursis, où il manque des oiseaux, des chauves-souris et des tortues. Donc, les humains vont devoir remplacer ces frugivores. C'est dommage en fait d'en arriver là, de devoir aller ramasser nous-mêmes des graines pour pouvoir essayer de les planter dans la forêt pour que ça puisse se maintenir. Mais malgré tout, c'est aussi une action très positive parce que c'est un espoir aussi pour le maintien de notre biodiversité et le maintien de la forêt à terme. Au nord-ouest de l'île, sur les versants de la côte sous le vent, la végétation change brutalement. Place à la savane. Ces étendues semi-désertiques sont marquées par les sombres stigmates des incendies. Dans les hauts de Saint-Leu, du côté de Colimaçon, chaque matin, après un petit tour à travers son jardin créole, Marie Faham cultive l'espoir d'un reboisement. C'est l'avenir de demain, en fait. C'est ça qui va faire qu'il y aura des forêts, parce qu'on aura des pieds de bois à planter. Ça, c'est mes petits préférés, c'est les bois de joli cœur. Ça fait des fleurs magnifiques et c'est mellifère. Ça sent bon et ça fait des haies jolies, jolies, jolies. Composé d'une vingtaine d'espèces endémiques, choyées et bien protégées. Voilà. Ce jardin à domicile est en fait la première casse-pied de bois du collectif initié par Marie. Une idée destinée à germer à plus grande échelle. Créant le collectif il y a 2 ans et demi, je me suis dit en 2030, on sera 1 million. Et si on commence aujourd'hui, on a 10 ans pour planter 1 million d'arbres sur l'île de la Réunion, c'est possible. Parce que chacun aurait mis les petits bébés en élevage et chacun en conscience fait ce qu'il a à faire. J'habite à côté de cette forêt, je vais aller la nettoyer. J'ai une ravine, et ben je vais planter dedans. J'ai un balcon, je vais élever des bébés. Et la casse-pied de bois, c'est vraiment l'objectif. Si Marie a hérité de la main verte de sa mère, qui entretenait le potager familial, et de la passion pour les forêts de son grand-père tisaneur, elle poursuit une quête plus personnelle.
Depuis 10 ans, je dis que je suis conteuse éco-citoyenne. La première histoire que je raconte, c'est vraiment un village qui sauve une forêt. Et puis après, je raconte, comme je suis conteuse pays, je raconte toutes ces histoires qui font ma vie. C'est l'histoire du petit tec-tec. Parce que le petit tec-tec, c'est un petit oiseau la Réunion. Mon message, c'est vraiment essaimer la graine du bon sens, c'est-à-dire essaimer la graine du bon sens dans tous les sens. Et c'est pour ça que je dis essaimer la graine. Et cette graine première, c'est la graine de l'éco-citoyen. Chacun fait sa part maintenant, hein. Et comme on doit faire sa part chez nous et pour la Réunion, pour la terre La Réunion, eh bien, on va planter une graine, d'accord? On ne pourra pas planter un arbre, mais on va semer une graine. Donc, je vous invite à planter où vous voulez, ou dans un jardin, ou dans un pot, ou sur un balcon. Là, et les voilà. D'accord, on a 3, il y en a même une en forme de cœur. Dans sa traversée de l'île, pour ausculter de plus près les forêts, c'est pour Mathilde une première étape à plus de 2000 mètres d'altitude. En balcon sur la plaine des Sables, à proximité du piton de la Fournaise et avec vue sur celui des Neiges, elle entame de nouvelles observations. Avec la forêt des volcans, on est sur un écosystème qui est très particulier et qui pose beaucoup de questions et qui attise beaucoup de curiosité puisqu'on est dans un paysage très rude, très sévère. Le sol est très pauvre. On se pose la question de savoir comment est-ce que ces plantes peuvent survivre dans un tel environnement. Parmi cette végétation qui résiste aussi à de forts contrastes climatiques, des petits arbres avec leur feuillage gris paraissent très mal en point. Maëva Vino, ingénieure d'études au CIRAD, mène la lutte contre le psylle, un fléau qui touche les tamarins des Hauts. En chemin, la chercheuse rencontre la marcheuse, venue voir de plus près les dégâts causés par ce parasite sur l'espèce endémique et emblématique de l'île. La rencontre avec Maëva Vino et justement la colonisation du tamarin par le psylle qui pose beaucoup de questions parce que déjà elle ne s'attaque qu'à une seule espèce et du coup l'impact il est énorme pour ces arbustes-là. Tu vois, il n'est pas en bon état. Les branches sont déjà mortes aussi. Ah oui. Et il lui reste peu de feuilles en fait. Là tu vois qu'il reprend, donc on dit qu'il réitère en fait. Il a les feuilles qui repoussent mais depuis le bas des branches. C'est un peu les derniers espoirs qu'il a. Il donne toutes ses forces en fait pour refaire des feuilles jusqu'à qu'il meure vraiment quelques années plus tard. Originaire d'Australie, le psylle sévit depuis près de 10 ans, particulièrement en période sèche, de septembre à novembre. Mais un espoir est arrivé récemment par la voie des airs. Ah bah tiens, il y a une coccinelle là. Ouais, c'est une coccinelle rouge. Ouais, on pense que c'est une bonne chose parce qu'elle est arrivée il y a 1 an, on ne sait pas de quelle manière sur l'île, mais on l'a observée sur le tamarin des Hauts. Et on l'a observé mangeant du psylle, donc ça peut être une bonne chose. Donc ça, on travaille avec une équipe qui regarde principalement son régime alimentaire et savoir si elle va être utile. Bon, en espérant que la coccinelle soit un bon prédateur pour le psylle, histoire de sauver le tamarin. Bah oui, on va continuer d'étudier ça en tout cas de près, puis là on va aller analyser nos échantillons au laboratoire. Ça marche. Bon, moi je vais continuer mon sentier du coup, puisque je dois traverser la plaine des Cafres et rejoindre la forêt de Bébourg. Waouh, un bon périple. Bon courage en tout cas. Merci, bon courage à vous. Merci, au revoir. Pour trouver une solution contre cette invasion, Maëva continue son expertise. Avec un aspirateur, elle prélève des larves de psylle.
elle relève aussi des pièges à insectes. Ces prélèvements vont servir à préciser la densité et les couloirs de migration du parasite. Dans un proche avenir, cela permettra de déterminer les bons endroits pour introduire des armées de coccinelles qui voleront au secours des tamarins des hauts. Plus bas, après plusieurs heures de marche, le paysage est radicalement différent. Donc là, ça a changé. On a quitté la région du volcan. On est passé en dessous de la barre des 2000 mètres. On a une végétation qui est beaucoup plus dense. On voit que les arbustes sont devenus des grands arbres. Et ça commence à annoncer la couleur pour la forêt de Bébour qu'on va découvrir juste après. Mais on n'y est pas encore. Il va d'abord falloir traverser encore toute la plaine des Cafres pour y arriver. On se trouve ici sur la coulée de 2007. C'est la coulée du siècle en termes de quantité de lave qu'elle a produite. C'est une coulée qui est allée jusqu'à l'océan. Et on peut déjà voir que la végétation s'installe lentement, avec des espèces qui sont à la fois composées d'espèces indigènes, comme les fougères qu'on voit ici, et aussi les petits bois de rempart. Mais on voit aussi des espèces qui sont exotiques. On peut voir ici le bois de Chapelet. Au milieu des champs de lave descendus du piton de la Fournaise, Claudine Apingue repère une micro-oasis. Pour la botaniste, c'est la première étape d'une colonisation végétale plus importante. Ici, on peut voir qu'on a encore ces espèces exotiques, mais qui au final ici font de l'ombrage, et on a des populations de bryophytes de mousse qui se sont installées et qui bénéficient un peu de cet ombrage et de l'humidité ambiante, et qui vont ensuite donner lieu, il y aura tout un turnover d'espèces jusqu'à former, au bout de 400 ans, une forêt type celle de Marlongue. Le cycle de renaissance, qui se perpétue ici depuis que cette île volcanique est sortie de l'océan, est aujourd'hui perturbé. La présence sur les champs de lave de nombreuses espèces venues d'ailleurs rend le retour des forêts primaires encore plus incertain. Cette île a 3 millions d'années, donc ces forêts, elles sont primaires et elles forment cet équilibre un peu parfait où on a justement la plante qui va aider l'autre plante à avoir intercepté de l'eau, mais ces forêts sont menacées. Il faut le savoir par le fait qu'on a des espèces introduites qui prennent le dessus, qui les remplacent. Et comment ces changements futurs vont affecter ces forêts, c'est une question sans réponse. Et on en est encore à comprendre le fonctionnement de ces forêts pour pouvoir mieux la protéger, la conserver pour le futur. On va aller voir cette petite agarista. Pour sa 3e journée de trek, entre le sud et le nord de l'île, Mathilde entre dans l'une des plus remarquables forêts de montagne de la Réunion. La forêt de Bébour, elle représente vraiment cette puissance de la nature. Et du coup, ça donne à voir en fait ce que peut être aussi la nature quand l'homme n'y pénètre pas et quand il n'est pas présent. Pourtant, dans cette forêt primaire, elle repère vite le premier indice d'un impact indirect de la présence humaine. Ces plantes, c'est ce qu'on appelle les arômes. Et ce sont des fleurs qui sont exotiques.
Et donc, elles ont été importées à La Réunion pour décorer les jardins. Et aujourd'hui, on les trouve dans quelques portions de la forêt de Bébour. Et ça commence à coloniser un petit peu le milieu ici. Dans cet imposant manteau arboré de 6000 hectares, d'autres parties subissent des envahissements à plus grande échelle. Alors là, on arrive au niveau de la zone qui est envahie par le bégonia rex. Moi, j'en ai compté 47. Ok. 47 individus, donc c'est vraiment... il y en a de moins en moins. C'est surtout des petits. Donc on va reprendre un point GPS pour bien montrer la fin de la station. Donc je te laisse... ça, on le remettra dans la base. Et ça sera sur la base de données des espèces exotiques envahissantes qu'il y a dans la forêt de Bébour. On y va, puis on va les compter ensemble, d'accord? Okay. Pour Julien Triolo, responsable du pôle écologie de l'ONF, la lutte contre cet envahisseur produit ses effets, même si la bataille n'est jamais gagnée. Les invasives, on ne peut pas les éradiquer. On va essayer de vraiment les éliminer au maximum et de revenir régulièrement, donc tous les 6 mois, revenir les arracher. L'idée, c'est qu'elles restent donc, très peu présentes dans le milieu pour qu'elles aient un très faible impact. Dans cette réserve biologique intégrale, si une trentaine d'espèces sont déclarées nuisibles, 2 font particulièrement des ravages et nécessitent de déployer sur le terrain d'importantes équipes d'arrachage. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi ce tas de feuilles là? Mais ce tas de feuilles-là, c'est du longose, quoi. C'est une espèce invasive. Et là, on est en train de l'arracher au milieu de la forêt, là-bas. Puis, ben, si vous voulez, là, on va aller voir les gars, quoi. Oui, volontiers, je vais aller voir. Vous voulez aller? Bon. Ben, suivez-moi. Dans cette partie de la forêt de Bébour, la lutte concerne aussi une autre envahissante, grimpante, qui étouffe tout sur son passage. Là, c'est la vigne marronne, là, Voilà. qu'on voit ici. Celle-là, celle que tu vois à thé arrachée là, c'est la vigne marronne, quoi. Tu vois. Donc, on les coupe, on l'arrache, on le met en tas. Et puis, ben, quand on repasse dedans, on retourne le tas chaque fois tous les ans, qu'on retourne le tas comme ça, quoi. Pour que ça se pourrisse, quoi. D'accord. Voilà. Oui, pour éviter que ça repousse. Ça repasse, après, voilà, ça repart, quoi. Là, par exemple, tu vois, le longose, là, vient de se présenter au fur et à mesure que- Limiter toute repousse, c'est une obsession pour chacun des chantiers où il faut redoubler de vigilance. Mais il suffit qu'un petit truc comme ça tombe par terre et ça va repartir. Alors c'est pour ça que tous les ans on repasse en contrôle. À la parcelle qu'on a déjà fait, on repasse en Et contrôle. est-ce que ça se mange alors? Non, le longose, ça se mange pas. Mais je peux faire une salade à midi pour moi, quoi. Je peux préparer une salade pour moi tout seul à midi, quoi. C'est bon. Voilà, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait valoriser ce longose, en fait. On sait que c'est une peste végétale, que ça envahit les forêts, mais on pourrait essayer de voir comment trouver un autre moyen d'usage de cette plante-là. On a pas des feuilles là. En attendant, protéger les 10% de forêts primaires épargnées par les pestes végétales reste un défi immense. Un pari qui va aussi concerner les jeunes générations. En reprenant ses investigations, Mathilde sait qu'elle devra reparler de cette lutte sans fin lors de ses prochaines rencontres avec les écoliers. En s'enfonçant maintenant dans la forêt de Bébour, qui n'est pas encore impactée par des plantes envahissantes, l'écologue tombe sous le charme. Quand on rentre dans cette forêt, on a l'impression d'être complètement avalé par la végétation, tellement il y en a tout autour de nous. Du coup, on visualise bien en fait les différentes strates de végétation. Les strates herbacées, on a des arbustes, on a des grands arbres. Contrairement à la forêt de Marlongue, par exemple, on n'a que des grands arbres vieillissants. Ici, on imagine très bien en fait ce qu'est la forêt quand elle fonctionne bien et que du coup, il y a toutes ces plantes qui se renouvellent. Donc on a ces fougères arborescentes qu'on retrouve ici, qui sont typiques de la forêt de Bébour. Donc
ici, on est dans un biotope où il pleut énormément. On est vraiment dans une région très humide. Tous les troncs sont recouverts en fait, de mousse. Donc c'est vraiment une des caractéristiques de cette forêt.